good picture of Steve. Roger roll, Discovery. Cette semaine, une émission exceptionnelle dont on refait le Mac enregistré on the beach depuis Sydney. On part en vacances et on vous amène avec nous l'occasion pour la fine équipe de revenir sur les événements marquants de l'année Tech 2016 et de dresser un premier bilan. Soyez les bienvenus dans On refait le Mac. Très heureux de vous retrouver non pas à l'école 42 mais ici à Sydney où nous avons choisi de passer quelques jours de vacances. On refait le Mac est en vacances et on vous amène avec nous. On refait le Mac presque on the beach. Le soleil n'est pas encore avec nous mais j'espère qu'il va sortir d'ici la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre évidemment en plus de notre chaîne préférée sur Dailymotion sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous nous retrouvez également comme chaque semaine sur iTunes en version audio et en version vidéo. Et enfin, n'hésitez pas également à télécharger l'application iOS pour iPhone et iPad, sans oublier l'application pour Apple TV. Et puis, si vous aimez les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, n'hésitez pas, n'oubliez pas, on refait le Mac, c'est aussi une page Facebook, c'est aussi un compte Twitter, c'est aussi un groupe où vous pouvez échanger, donc n'hésitez pas à vous abonner. En duplex, un peu plus loin de moi, de l'autre côté de la planète, du côté de Paris, un historique de refait le Mac, il s'agit bien sûr de Monsieur X. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, bonjour, je ne sais plus quelle heure il est. Bah ici, il est 9h50 du matin. Toi, il doit être 1h du matin, ou un truc comme ça? Non, minuit moins 10 perdu, mais il est tard. Minuit moins 10. Autre chroniqueur historique dans Refait le Mac, il s'agit bien sûr de Cédric Ingrand de la chaîne Info, mais apparemment, il n'est pas à Paris. Où es-tu, Cédric? Je suis à Montréal, au Canada. Salut mes amis, vous aimez les patates où il est un horaire à peu près chrétien, il est 17h50, mais ça veut aussi chrétien dire que des circonstances. Que je vais pas être avec vous longtemps parce que j'ai des enfants à nourrir. Moi j'ai une vie un peu plus simple que la tienne. J'ai pas épousé une Australienne, j'ai épousé une Canadienne. Donc ça va. Les vols sont directs, c'est moins loin, il y a moins de décalage. Enfin, c'est nettement plus gérable. Voilà. Mais ici, il fait très beau et même si évidemment il fait quand même vachement froid. Aujourd'hui, on a presque une température positive, ce qui était presque un événement par rapport au moins 22 qu'on a eu il y a 2-3 jours. Ah bah ici il fait que 29 degrés, écoute, ça va aller. Hein. On est un peu déçus, il n'y a pas le soleil aujourd'hui, mais on va essayer de se rattraper. Et puis dernier intervenant également qui est un endroit un petit peu exotique, on dirait un peu en altitude. Il s'agit de Didier Policani de Mac Forever, notre partenaire média. Bonjour Didier. Salut Olivier. Et moi j'ai épousé une Suissesse, tu vois, donc on a fait la boucle est bouclée, je crois. On sait chez chacun de nous qui porte la culotte à la maison, on est bien d'accord? C'est ça. Bien. Pardon. Voilà. Bien messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, de faire la rétrospective, la première partie de la rétrospective 2016, je vous propose que l'on rejoigne et qu'on appelle notre reporter qui doit se retrouver non loin de l'Apple Store de l'Opéra. Alors qu'as-tu posé comme question cette semaine aux passants devant l'Apple Store? Eh bien écoute, à l'approche de la fin d'année, on a fait le bilan de 2016 avec les passants devant l'Apple Store Opéra. Y a Instagram qui s'est mis un peu à faire du Snapchat. Au niveau photo, il y avait Prisma qui faisait les bons filtres là, qui a cartonné. Plus les applications, pas la technologie, pas la partie équipement, c'est plus les applications au quotidien. Uber, ouais, Hitch, Uber, tout ce qui est pour se déplacer, tout ce qui est comme ça pour rendre des services, histoire de ne pas payer trop cher, ça c'est... Pourquoi tu penses que c'est populaire ces applications? Ouais, les gens ils en ont marre de payer une blinde pour prendre un taxi, donc je pense que voilà, c'est toujours pratique pour les jeunes surtout. Snapchat, bah c'est tout le monde a ça. Moi c'est Orange Cash, je sais pas pourquoi la première chose qui m'est à l'esprit c'est Orange Cash qui m'a marqué. Ouais, pourquoi? Parce que parce qu'Apple Pay en gros ça fonctionne qu'avec 2 banques actuellement. Et je voulais essayer, et vu que je suis client Orange, bon j'ai pu le faire. En vrai, à part le Note 7 de Samsung qui a explosé, il n'y a pas eu de gros problèmes, on va dire. J'ai entendu qu'il y avait un accident, il y avait une voiture qui a fait un accident tout seul. C'est tout simple, Uber, taxi, aussi simple que ça. Il n'y a pas de nouveau produit incroyable qui est sorti, j'ai l'impression, cette année. On se retrouve la semaine prochaine. Salut Olivier, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, on commence tout de suite par le mois de janvier. Et l'événement phare du mois de janvier, traditionnellement, chaque année, c'est le CES de Las Vegas. Janvier commence toujours par le CES, c'est le grand rendez-vous de la tech à Las Vegas chaque année. Cédric, cette année, j'ai choisi plutôt qu'on parle de la French Tech. Il y a toujours un village chaque année. Elle était bien représentée l'année dernière, elle va l'être dans quelques semaines au moment où vous verrez cette émission. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point d'ailleurs sur cette French Tech?
quelles sont les grandes pépites, sans parler des licornes encore de ces startups. Il y a une marque qui sort du lot ces dernières semaines, c'est De Vialet, qui vient de lever près de 100 millions d'euros. Ah oui, c'est plus une start-up là. Voilà, je voulais un peu avoir vos réactions respectives avant de parler peut-être du marché des objets connectés, une autre spécialité des Français mais qui tarde un peu à émerger. Parlons plutôt de Vialet pour commencer. Là, j'ai l'impression qu'on sort presque, tu vois, du peloton de la French Tech, c'est-à-dire que pour le CES qui va ouvrir dans 2 semaines pile, ce sera plus d'un tiers. En fait, il faut dire qu'il y a toute une partie du CES qui est dédiée aux startups, et je crois que les Français auront plus d'un tiers de la présence locale, plus que les Américains, plus que tout le monde. Donc on est un peu en train de tomber dans la folie. Moi je vois ma boîte mail qui est en train d'exploser de gens. Alors c'est assez rigolo parce qu'il y a des fois je leur réponds gentiment en disant excuse-moi, vous êtes en train de me dire est-ce qu'on peut se rencontrer à Las Vegas? Je vous rappelle que vous êtes parisien, moi aussi, on a toute l'année pour se voir, pas juste le moment. Vous voyez, c'est pas... Et maintenant ils sont rattrapés par les grands groupes qui sont, dont parfois on se demande pourquoi ils y vont, mais ils y vont. C'est-à-dire La Poste, c'est-à-dire EDF, choses comme ça, ouais. EDF, etc., qui je pense y vont parce qu'ils se disent il est en train de se passer quelque chose, et ils ont raison, il est en train de se passer quelque chose, mais après il faut en voir la portée réelle. J'appellerai tout le monde à aller lire le papier qu'a écrit notre ami Rafi Aladjian, justement sur le vrai problème des objets connectés, en clair le fait que ça n'intéresse que 3% de la population, et qu'on a fait plein d'objets faits pour intéresser 3% de la population, ce qui est un petit peu frustrant. Donc on a fait des trucs très puissants, vachement intéressants, très compliqués, et souvent chers, qui ont le prix d'un cadeau de Noël, mais pas le prix d'un outil normal et utile du quotidien. Il a une analyse absolument remarquable là-dessus. Donc voilà, donc là je vais aller au CES de cette année, le nouveau... je vais pas dire à reculons, mais toujours un peu... on voit plein de choses dont on se dit, bon, c'est sympathique, mais ça aura pas une portée incroyable. À côté de ça, il y a des gens qui ont une vraie logique industrielle et qui inventent des choses. Voilà, il y a une espèce de bouillonnement et il va en ressortir des choses. Mais heureusement qu'il y a beaucoup, beaucoup de présents parce qu'il y aura peu d'élus. Il y aura peu d'élus, oui. Monsieur X, votre réaction justement à cette montée en puissance de la French Tech, ça semble en tout cas en termes de marketing, de communication, une vraie réussite. On sait qu'on a des champions de la French Tech dans les objets connectés. Cédric citait Sense à l'instant, on a WeFix, on a Netatmo et j'en oublie certainement. Mais c'est vrai que le marché tarde à exploser. On en parlait la semaine dernière dans l'émission avec Emmanuel Paquette, notamment celui de la maison connectée qui tarde vraiment à émerger. C'est un marché, j'ai retrouvé des chiffres, qui pesait en 2015 en France 127 millions d'euros. C'est déjà 2 fois plus qu'en 2014, mais c'est à peine 1% du chiffre d'affaires de l'électroménager, donc on est très loin d'un marché de masse. Elle est où l'étincelle? Qu'est-ce qui va provoquer l'étincelle? On a vu que Nest, l'étincelle on l'attend encore, d'ailleurs Tony Fadell est parti de chez Google. Écoute, l'étincelle elle va venir de plusieurs choses. D'abord la valeur ajoutée de ces produits. Tu parlais par exemple des produits de chez Nest, le détecteur de fumée. C'est un produit qui vaut dans les 150 € aujourd'hui, alors que tu peux en trouver un dans ton magasin de bricolage à côté de chez toi qui a des fonctions essentielles pour moins de 10 €. Donc il y a d'abord une première chose qui est alors soit le prix des objets connectés qui est trop cher par rapport à ce qu'ils font, soit le bénéfice qu'ils apportent qui n'est pas encore là. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut les installer et les faire communiquer ensemble, et il y a encore beaucoup trop, enfin pour le commun des mortels en tous les cas, de standards, de manières de faire. Donc ça reste individuellement à installer peut-être simple, mais à les faire communiquer tous ensemble et à les contrôler par exemple avec son smartphone, assez compliqué. Ouais. Et puis il y a une certaine obsolescence aussi, peut-être un peu trop rapide, ou alors un foisonnement d'offres qui est tel qu'on ne sait pas où donner de la tête. Il y a un vrai besoin d'explication, et c'est peut-être la raison pour laquelle, et puis en termes de prix, il faut que le prix soit accessible. C'est d'ailleurs la raison qui explique l'approche de Rafi Aladjian avec Sense, avec des objets connectés très minimalistes, mais autour des 20 ou 30 €. Didier, on voit par contre dans le premium, on en parlait en préambule de cette émission avec De Vialet, il y a un vrai engouement autour des enceintes connectées. Le son, il y a toujours eu des grandes marques françaises, notamment... elles vont me revenir, mais c'est pas grave. Bref, voilà, il y a un vrai engouement par contre autour des enceintes connectées. Cabas, JBL. Cabas, voilà, qui était basé en Bretagne notamment, ou JBL encore. Focal. Focal. Ouais. Ah, Focal, JBL même.
Ta réaction justement à l'engouement autour de l'audiophilie premium et des objets connectés, enfin des enceintes de chez De Vialet. Et effectivement, c'est vrai que c'est un marché qui est... moi, je pensais pas qu'il allait exploser autant. C'est vrai que la façon dont on écoute de la musique a beaucoup changé. Enfin, je sais pas, du temps de mes parents, ils avaient la grosse chaîne hi-fi au milieu du salon, et puis voilà, puis ça bougeait pas de là. Et c'est vrai que là, on est de plus en plus mobile, on veut pouvoir partir en vacances, on veut pouvoir changer de pièce avec sa musique, et c'est vrai qu'il y a un vrai engouement, et en plus, c'est des produits qui sont, à la limite, justement pas si chers par rapport aux bénéfices qu'ils apportent. Moi je trouve que c'est effectivement en France on a un vrai savoir-faire là-dessus, et notamment sur le haut de gamme, hein, comme tu le dis, il y a vraiment des boîtes qui font des trucs magnifiques. De Vialet, je sais pas qui achète vraiment ça, hein. Je pense que c'est vraiment de quelque chose qui est extrêmement premium, qui vise un public. Apple a souvent mis par exemple en avant des constructeurs d'enceintes dans ses Apple Store, mais là on est quand même à un niveau au-dessus, quoi. Je vois pas des gens débarquer dans l'Apple Store, des étudiants et tout acheter ça, quoi. C'est vraiment un public très haut de gamme. La valeur ajoutée, quelqu'un qui cherche des enceintes, je dirais audiophiles, connectées pour faire du multi-room, la valeur ajoutée est évidente en plus du design, la simplicité d'usage, que ce soit Sonos ou De Vialet pour encore plus premium et pour l'audiophilie. Donc c'est ce qui explique certainement que ça fonctionne sur des objets un peu plus communs de tous les jours, comme un détecteur de fumée ou un thermostat connecté, c'est moins évident. On voit que les objets connectés fonctionnent plutôt du côté des caméras de surveillance, c'est ça l'engouement. Mais tu as aussi un cycle. Oui, Didier. Tu as aussi un cycle qui est quand même très différent dans la domotique et sur de l'audio, par exemple. Dans la domotique, on a des cycles qui sont très longs. Tu vois, je te donne un exemple amusant. Ici, quand je suis arrivé en Suisse, ils avaient encore des plombs, quoi, un truc que j'avais pas vu depuis. Je crois que j'en avais jamais vu quasiment de ma vie avant. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on change plus vite, les enceintes et tout, ça, t'en rachètes des nouvelles régulièrement. Mais il y a des objets qui, une fois que t'as acheté ton thermomètre, bon bah tant qu'il marche, tu le gardes. Ta station météo, pareil. Enfin, il y a vraiment des trucs comme ça qui sont très liés au cycle de vie. Oui, ouais. tu changes pas de chaudière tous les 18 mois, hein, clairement. Exactement. Même de volet roulant. Enfin. Encore moins. Concrète. Oui, c'est vrai. Non, vas-y. Non, je voulais juste avoir ta réaction concernant le rachat de WeThings par Nokia. C'est arrivé un peu plus tard qu'au mois de janvier, mais c'est lié à la thématique sur la French Tech. C'est bien qu'on ait des champions de la tech et des objets connectés, mais encore faut-il pouvoir les garder. Je sais pas, parce que la vie d'une start-up, c'est ça, hein. À un moment, il faut quand même rendre un peu d'argent aux investisseurs. Donc ça veut dire soit s'introduire en bourse, mais attends, on va être sérieux quand même. Enfin, je veux dire, la conjoncture est pas très porteuse. Ou se vendre. Et donc voilà, ils se sont vendus et en restant à l'intérieur, hein, ils sont pas partis. Oui, il reste patron. Ouais, Cédric Hutchings, il est voilà, et pour prendre pour en fait en gros devenir une nouvelle division d'objets connectés de Nokia. Donc non, je trouve ça bien. Et allez, si on veut se passer un peu de pommade, on peut se dire ouais, au moins c'est resté européen. Oui, et au moins ça fonctionne. En tout cas, voilà, on sait qu'il y a des entités qui sont restées sous pavillon français, qui ont eu du mal à se développer. On pense notamment bien sûr à Dailymotion qui avait fait polémique il y a quelques années, qui ne voulait pas passer sous le pavillon américain, qui est resté dans le giron français, qui a un peu de mal en ce moment. Et comme on les aime bien, on pense très fort à eux. Bref, un dernier mot avec Monsieur X autour du wearable. On sait qu'Apple, c'est son dada en termes d'objets connectés. C'est ça, c'est la montre connectée d'Apple. Je suis en train de me faire attaquer par les mouches. Concrètement, ça tarde également à exploser. On ne parle pas spécialement de l'Apple Watch, mais en termes de prospective, on sait qu'Apple y croit beaucoup autour de tout ce qui est la santé. On sait qu'ils ont sorti au mois de janvier de l'année dernière, justement, on est raccord Research Kit et Car Kit, qui ont été annoncés un peu plus tard au mois de mars. Ce sera le chapitre suivant, mais ça reste véritablement aussi le dada d'Apple, la montre connectée, l'objet qui peut pas vous sauver la vie, mais qui peut être un témoin de votre qualité de vie. Monsieur X. Oui, et puis, bon, même si l'Apple Watch est un succès mitigé, ils ont quand même fait un pas en avant important avec la deuxième édition. Puisqu'elle est plus autonome, tu peux aller courir avec, elle prend vraiment ton pouls, il y a un GPS. Bon, voilà, si l'Apple Watch réussit à être quelque chose, c'est peut-être le meilleur tracker d'activité physique du marché, reste son prix. Mais clairement, c'est la direction que prend Apple, même si quand tu vas voir sur ton iPhone
l'application Health Kit, ou l'endroit où Apple stocke toutes tes données de santé, bon, on n'en voit pas encore véritablement l'utilité, tout simplement parce qu'il faut croiser ces données pour les analyser et leur donner du sens. Et on n'en est vraiment pas encore là. Oui, et puis au-delà, il faut mettre d'accord l'ensemble des organismes qui régissent la collecte des informations médicales. On sait que c'est un sujet stratégique, un sujet sensible. On va en parler dans un instant dans le prochain chapitre du traitement des données. Et au-delà, se mettre en relation avec l'ensemble des centres de mutuelles, de sécurité sociale. Enfin, c'est un travail de titan, ça va certainement prendre des années. En attendant, on va passer au mois de février et au mois de mars, avec notamment le Galaxy S7, le Mobile World Congress, l'arrivée de l'iPhone SE, l'iPad Pro, petit modèle que j'ai là, et puis bien sûr la guerre entre Apple et le FBI. C'est vrai que la grande nouveauté, bien avant même le Mobile World Congress, c'était l'arrivée du nouveau Galaxy S7 de Samsung. Tout allait bien à ce moment-là chez Samsung, on n'est pas encore dans le Note 7. Une vraie montée en gamme, une vraie réussite en matière de montée en gamme premium. Ça allait en tout cas à ce moment-là beaucoup mieux chez Samsung avec ce nouveau modèle. Une montée en gamme réussie. Ouais, c'est réussi, je l'ai dans la main, ça reste c'est un bel appareil, quoi. C'est-à-dire que c'est un beau design industriel, on est vraiment revenu, on se souvient des générations 4-5 avec le plastique, etc. Du verre devant derrière, cet écran biseauté sur le côté grâce à l'OLED qui en fait une espèce de design unique parce que personne d'autre fait ça. Ouais. Non, on sait qu'Apple essaye, mais elle a du mal à trouver des écrans OLED apparemment sur le marché. C'est-à-dire que, comment dire, je pourrais te donner un indice sur qui produit de l'OLED, voilà. Et évidemment, bon. Mais comme on le dit souvent, hein, c'est plus compliqué qu'on ne croit. C'est-à-dire que la division qui fait des écrans OLED, c'est pas la division qui fait des téléphones. Donc, elle peut aussi décider de vendre à qui elle veut. Elle n'est pas forcée de vendre d'abord à Samsung. Mais enfin, il y a quand même des choix stratégiques derrière. Je suis pas sûr que ce soit une question de capacité de production pour l'iPhone. Mais enfin, bon, on verra bien. Hein. Mais ouais, ça, c'est une vraie chouette réussite. Il a juste un défaut, c'est qu'évidemment, vu que tout est tactile, même jusqu'en bas de l'écran, ça veut dire que c'est dur de trouver un endroit où mettre les doigts où ça déclenche pas quelque chose. Mais voilà, au-delà de ça, on va pas se plaindre, c'est un vrai beau téléphone et on n'a pas fait beaucoup mieux depuis, sauf évidemment le Note 7 qui était quand même le plus beau smartphone du monde quand il est sorti. Mais ce qui l'a pas sauvé. Ce qui est, c'est triste. Il a explosé. Voilà. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Au-delà, Cédric, c'est aussi devenu une référence, juste avant l'arrivée du Google Pixel, qui va arriver un peu plus tard dans l'année, le dernier téléphone de chez Google, sous Android bien sûr, la référence du marché en matière d'appareils photo. Oui. d'iPhonographie, dirons-nous. Ouais, d'iPhonographie. Et ça l'est resté d'ailleurs, hein. Ça reste a priori, quasiment pour ainsi dire, avec le Pixel, le meilleur appareil photo du marché disponible. Alors sur le disponible en France, on va pas parler du Pixel malheureusement, mais c'est une référence absolue. Moi, à chaque fois que j'ai un autre téléphone, c'est-à-dire par exemple quand l'iPhone 7 est arrivé, je me suis remis à l'intérieur, à l'extérieur, j'ai fait 2-3 photos pour recomparer. Et j'étais surpris de voir que l'iPhone 7 n'avait pas rattrapé le Galaxy S7. Bon, ça se joue à pas grand-chose sur les clichés du quotidien. Pas grand-chose en basse lumière, notamment. Ouais. En basse lumière, enfin surtout, il y a un truc quand même sur le piqué de la photo qui est quand même assez incroyable, quoi. Sur la capacité vraiment d'aller plus loin quand tu zoomes avant de perdre en résolution, c'est assez impressionnant. Non, mais il y a eu quand même une vraie montée en gamme globale dans le monde Android cette année, entre le Pixel, entre certaines des choses que Huawei a sorties, entre même le Moto Z de Lenovo, qui est absolument étonnant. Voilà, de transition, il y a une autre tendance, et ça c'est arrivé un peu plus tard, juste après le lancement du Galaxy S7, on va pas parler du Huawei, on parlera dans le chapitre suivant, mais on va parler justement du Moto Z, on va parler du LG G5, une tendance qui émerge aussi du côté d'Android. Ce sont ces téléphones un peu modulaires, ces téléphones hybrides dans lesquels on peut mettre une batterie supplémentaire, un deuxième appareil photo, des enceintes, que sais-je, plein de fonctionnalités. Est-ce que vous croyez à ce modèle pour vraiment dire qu'LG fait un carton? Motorola avec le Moto Z, qui est maintenant une division de Lenovo, met le paquet
en termes de pub là, pour les fêtes. On va voir si ça va décoller. Est-ce que vous croyez tout simplement en ce modèle? À l'origine, c'était un modèle de Google. Hein. Souvenez-vous de ce téléphone Lego de chez Google. Ah, c'était un projet qui a priori n'aboutira pas. Non, ça part d'un souci de tous ces téléphones sous Android. C'est un énorme besoin de différenciation. C'est très difficile de faire un beau téléphone qui ressemble pas aux voisins, tout simplement parce que quand même pour l'essentiel, un smartphone, que ce soit dans le monde iPhone ou Android, bah, ça reste quand même un rectangle de verre tactile. Donc voilà, Samsung a réussi avec son format, avec le LED, l'écran, le biseauté, etc. Il y a peu d'autres moyens de le faire. Alors tu peux le faire sur des fonctions précises comme sur la photo, c'est pour ça qu'on voit Huawei qui s'allie à Leica. Mais de fait, par exemple, le modulaire est une bonne idée, en tout cas de différenciation. Je pense pas que ça réponde à un besoin exprimé du consommateur qui dit « Ah oui, j'ai absolument besoin de transformer à n'importe quel moment mon téléphone en une enceinte connectée, en un appareil photo haut de gamme, etc. etc. » Mais voilà, de fait, que le Moto Z, pouvoir lui rajouter un appareil photo qui est quand même avec Hasselblad marqué dessus, c'est absolument frappant. Pouvoir ne serait-ce que lui rajouter une batterie externe à l'intérieur, enfin, tu vois, qui se plug bien sur le téléphone, c'est chouette. C'est aussi ce qu'avait essayé de faire LG, donc avec le G5, avec un design qui lui aussi était un peu gonflé. Je pense que ça a moins accroché. Ils ont pas eu une très belle année après ça, mais voilà, c'est que tout le monde a envie de faire un truc qui tout à coup, parce que moi je fais les tournées des sujets là sur les meilleurs choix de Noël à la Fnac, et je vais te faire un aveu, ça faisait longtemps que j'étais pas allé à la Fnac. Ça va mieux la Fnac apparemment, beaucoup mieux. Ouais, non, et de fait, moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai été positivement impressionné, et des choses sur lesquelles j'étais moins positivement impressionné. Par exemple, le fait que la moitié des trucs sont pas allumés, ont pas de batterie, sont sous une cloche, tu peux pas toucher. Enfin, ça, voilà, il y a des choses qui sont parfois un peu décevantes, surtout, par exemple, au rayon photo, mais ça, c'est autre chose. Mais du coup, de fait, tu vois cette rangée de smartphones qui est devant toi, qui sont tous les Android. Wow, à part le prix, pour se différencier, il faut trouver des trucs. Alors il y en a, par exemple, Asus, ils ont fait des téléphones avec des énormes batteries si grosses que tu peux utiliser le téléphone pour recharger autre chose. Oui, voilà, chacun cherche un peu son angle de différenciation, le truc qui fera que, en tout cas, sur une fonction ou un truc, ce sera quelque chose d'unique. Voilà. Maintenant, je suis désolé les garçons, mais il faut que je vous laisse. Désolé. Salut Cédric. À bientôt. Bye bye. Titi, on attendait une réaction d'Apple aux annonces de Samsung, aux annonces de LG, notamment au Mobile World Congress. Et c'est plutôt été la déception avec la keynote qui a eu lieu au mois de mars du côté d'Apple cette année. Je sais pas si on peut vraiment parler de déception. Toi, t'as été vraiment déçu par la keynote? Moi, je parle... Oui, il n'y a rien eu. Un iPhone 5 SE, un iPhone SE, on s'attendait au moins à avoir un iPhone 6C, c'est-à-dire une version un peu plus économique. Et là, on te sort un modèle qui a 2 ans, 3 ans en termes de vie. C'est un peu long. Mais je pense que les fanboys étaient un peu déçus parce qu'ils attendaient toujours un peu plus. Mais le SE, il a quand même bien marché quand il est sorti. Et pour une raison simple, c'est qu'il avait quand même les dernières technos à l'intérieur. Effectivement, le design était un peu vieillot. Et puis la taille, bon, on peut en discuter, mais c'est vrai que tout le monde supporte plus maintenant les petits téléphones. Mais il était quand même en rupture de stock assez vite. C'était quand même un iPhone hyper récent pour moins de 500 €. Enfin, il a quand même rencontré un certain public, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'était poussif, quoi, qu'ils ont dû hésiter au dernier moment avant de sortir ça. Est-ce qu'on le fait ou pas? Et bon, voilà. Après, il y a eu cet iPad aussi. Ouais, vas-y, continue sur l'iPad Pro. Oui, il y a eu l'iPad aussi derrière, l'iPad Pro de 9 pouces 7, et qui là, bon, voilà, c'était un petit peu, on en attendait un iPad Air 3, on a eu ça, bon. Ça, c'est un peu plus convenu. Là-dessus, on ne peut pas trop les critiquer, monsieur, avec l'iPhone. Exactement. Est-ce que tu en avais pensé quoi? Est-ce que c'est un choix financier, en clair, de garder le même form factor, le même design, parce qu'on conserve évidemment les chaînes de production, donc c'est un coût. Est-ce qu'en clair, c'est un choix comptable d'Apple? Oui, moi je pense que c'est absolument ça. Apple essaye toujours d'aller un petit peu dans l'entrée de gamme, mais avec un prix à 500 €, donc c'est un pas timide vers l'entrée de gamme. Et pour pouvoir le faire, il utilise une vieille recette qui est d'utiliser un design produit qui est un design produit connu. Celui du SE, c'était le design des éditions précédentes qu'on a vu dans l'iPhone 5, 5S par exemple, même si les composants à l'intérieur évidemment sont plus neufs. Donc c'est faire du neuf avec du vieux, et puis avoir un iPhone un petit peu moins cher que les autres pour toucher un public
un petit peu plus large, mais c'est vraiment une réponse, comme je le dis, tiède et timide, et qui est plus calculée d'un point de vue gamme et calculée d'un point de vue financier qu'une vraie offre pour des clients qui voudraient accéder à leur premier iPhone avec un produit pas très cher. On verra dans un instant que ça n'a pas forcément permis à Apple d'être un peu plus présent dans les pays émergents où on a besoin d'avoir un téléphone à bas coût. L'iPhone SE est encore assez cher, autour des 500 €. Et puis Didier le soulignait, Monsieur X, la difficulté à se le fournir, ça a quand même été un succès. Là encore une fois, c'est une tendance qui a marqué cette année, les difficultés d'approvisionnement, mais sur un iPhone SE qui a un design qui a 3 ou 4 ans, c'est assez surprenant quand on sait que la spécialité d'un Tim Cook, c'est justement la logistique et la supply chain. Mais oui, mais cette année, quasiment tout était en retard, et puis en plus avec des gros retards. Enfin, même aujourd'hui, l'iPhone 7, je crois qu'il commence, tu vois, à être dispo à peu près. Je crois le noir de jet, tu dois le trouver en Apple Store en stock à peu près maintenant. Ouais. L'Apple Watch, oui, il y en a beaucoup là qui attendent les versions Nike, etc. Ça a mis beaucoup de temps. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles ils se sont fait un peu dépasser, notamment le SE, il tablait peut-être pas sur autant de ventes, effectivement, sur un vieux design comme ça, mais voilà, pour pas mal de gens, c'était quand même un bon compromis. Puis il y a quand même des gens qui veulent des petits téléphones, enfin on en a parlé à l'époque, mais il y a les filles, il y a tout un tas de gens qui aiment encore ces modèles-là. Donc voilà, le design n'était pas non plus horrible, mais c'est vrai que c'était un peu tiédasse, mais ça contentait quand même pas mal de monde. Donc ils ont quand même réussi à faire des produits manifestement où il y avait quand même de l'attente derrière. Mais ce problème de logistique est assez incompréhensible, puisque justement depuis l'arrivée de Tim Cook, enfin Tim Cook c'était vraiment son dada d'arriver à fournir des produits en temps et en heure. Et là cette année c'était vraiment la cata, ouais. Et au-delà, Didier, assécher le marché, c'est-à-dire prendre l'ensemble des composants disponibles, c'est ce qui a fait le succès de l'iPod, notamment la mémoire flash ou les disques durs du fameux iPod classique, si bien que les concurrents ne pouvaient pas se fournir. Apple avait tout pris, donc même on voulait copier Apple et faire la même chose, on ne pouvait pas, parce qu'Apple avait asséché le marché. Cette fois-ci, c'est Samsung qui le fait sur les écrans OLED, mais bon. Bref, dernier point pour terminer sur ce chapitre du mois de février et du mois de mars, c'est la fameuse guerre, le bras de fer qui s'est ouvert entre Apple et le FBI. Je vous rappelle les faits. Le 16 février dernier, un juge de l'État de Californie a ordonné à Apple d'aider les enquêteurs chargés de l'attaque terroriste de San Bernardino qui a causé 14 morts et 17 blessés le 2 décembre 2016. Alors le FBI a réclamé bien sûr l'accès aux informations contenu dans l'iPhone 5C de Sayed Rizwan Farouk, l'un des deux auteurs de la fusillade. Et Tim Cook, souvenez-vous, a publié une lettre ouverte et où il s'opposait à ouvrir le chiffrement de l'iPhone. Alors l'eau a coulé sous les ponts, on n'était pas tous d'accord à ce moment-là. Est-ce que vous avez évolué dans votre analyse? On commence peut-être par Monsieur X. Qui a tort et qui a raison? C'est vraiment le débat du début d'année qui nous a partagé. Moi je rappelle où j'en étais, j'ai pas beaucoup bougé. À la base, la sécurité de ces données personnelles, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime les produits Apple, y compris iCloud, même si en termes de volume de stockage proposé, c'est pas génial et qu'on doit payer. Ça propose toujours, Apple, une certaine sécurité de ces données, une certaine non-réutilisation à des fins commerciales, jusqu'à cette extrémité qui est Apple qui, sous certaines conditions, refuse de donner les données d'un utilisateur au FBI. Voilà, donc moi je suis assez d'accord avec ça au départ. Maintenant, voilà, ce qui nous a un peu déchiré en début d'année, c'est quand on était, après l'attentat de San Bernardino, dans une situation un peu particulière, qui était la demande pour le FBI d'accéder les données d'un iPhone détenu par des gens qui avaient commis un attentat. Voilà, donc la question, elle peut se résumer à est-ce qu'on doit aller jusqu'au bout avec l'intégrité des données personnelles, et on utilise un Mac et un iPhone, et on est sûr qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de backdoor, c'est-à-dire de moyens pour les autorités d'avoir accès à nos données, ou est-ce que... Une porte dérobée, monsieur. Ouais, une porte dérobée, ou est-ce qu'on est d'accord pour qu'Apple, dans certains cas, voire dans le design des produits logiciels, donne accès aux autorités pour accéder aux données. Voilà, et moi, bon, avec cette situation qu'on connaît avec les attentats, j'ai revu un peu ma position personnelle en disant ouais, peut-être que on a besoin dans certains cas très particuliers d'avoir des gens comme Apple qui donnent accès à leurs données aux autorités, même si c'est pas ma position de base, et j'en reste là. Pour l'intérêt général, oui, bien sûr. Ouais.
Didier, ta position est au-delà. Est-ce que tu ne penses pas que cette prise de parole de Tim Cook n'est pas quelque part un moyen de se démarquer de Google, de marquer sa différence par rapport à Google en disant nous, on conserve l'intégrité de vos données personnelles, ce qui est tout l'inverse chez Google, puisque c'est ce qui leur fait vivre, les données de leurs clients, puisque la plupart des services sont gratuits. Et quelque part, cette posture prise par Tim Cook est un moyen de se différencier et de marquer l'avenir en disant chez nous, vos données seront confidentielles. Et en clair, c'est un argument de vente autour de l'iPhone et des services d'Apple. Bon, c'est un sujet qui est assez complexe quand même. Il y a pas, je pense que rien n'est blanc ou noir. Je pense qu'il y a quand même deux choses qui sont très distinctes dans ce que tu viens de dire. C'est qu'effectivement, il y a le financement des services par l'exploitation des données, donc ce que fait Google, ce que ne fait pas Apple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui différencie les deux sociétés. Pour autant, je dirais que la protection de tes données personnelles face à des autorités, face à des gouvernements, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que est-ce que Apple doit être le garant de tes données personnelles ? Est-ce que c'est à elle de prendre ce genre de décision ? C'était en fait la première session en fait, ça, parce qu'il va y avoir une deuxième avec Trump. Là, pour l'instant, ils sont un petit peu à un partout, quoi. Pour moi, c'était un petit peu le bal des hypocrites, c'est-à-dire que chacun était dans son rôle, Apple en tant que défenseur du consommateur, des données personnelles, le FBI qui jouait un petit peu son rôle effectivement de protecteur de la veuve et de l'orphelin, et puis ils sont battus sur ce terrain, et Tim Cook est venu avec sur son grand cheval blanc en disant moi je protège vos données, ce qui est complètement faux puisque tes sauvegardes iCloud, ils ont la clé, je le rappelle. Sur l'iPhone, ils ont plein de failles de sécurité sur l'iPhone, ce qui fait que tu peux jailbreaker, etc. Donc l'iPhone n'est pas du tout sécurisé. Simplement, la question c'est de savoir est-ce que c'est Apple qui doit détenir les clés ou est-ce que c'est des pirates qui doivent revendre des failles de sécurité à plusieurs millions de dollars quelque part. Le plus grand secret. Exactement, enfin dans le plus grand secret, plus ou moins, puisque c'est des sociétés qui ont pignon sur rue, mais c'est extrêmement mafieux, ça coûte très cher, et le FBI a d'ailleurs fait un joli pied de nez à Apple. À mon avis, ils avaient déjà prévu de pirater le téléphone avant, mais voilà, ils voulaient absolument mettre Apple un peu devant le fait accompli. Oui, puisque le 29 mars dernier, Didier, le FBI a fini, grâce à des équipes de hackers, a fini par hacker le téléphone et accéder aux données. Donc cette espèce de... Le combat était clos puisque les sanctions et l'injonction demandée par la FBI ont été éteintes à ce moment-là. Exactement, mais je pense qu'on va arriver à un moment donné à une loi qui va obliger Apple à avoir une espèce de clé pour chaque téléphone qui sera rangée dans un gros coffre-fort et qu'on pourra lui demander de sortir de temps en temps. Et je vois pas comment on peut aller... comment est-ce qu'on peut rester sur des positions actuelles qui est de dire mon téléphone, je peux le verrouiller, alors que mon compte bancaire, j'ai le droit d'aller dedans, mon appartement, on en a le droit d'aller dedans. Enfin, qu'est-ce qui justifie que l'iPhone soit effectivement plus sécurisé que ton compte bancaire, par exemple ? Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir l'épisode 2 qui va être très intéressant et qui, à mon avis, sera beaucoup moins à l'avantage d'Apple. Voilà. Après, juste pour finir là-dessus, c'est vrai qu'il y a un énorme consensus dans la tech et sur le net qui est dans la protection à tout prix de ces données personnelles. Donc c'est pour ça qu'on marche sur des œufs quand on traite ces sujets-là. Mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment voir avoir une vision un petit peu plus globale et pas juste surfer sur des modes, sur des peurs, sur aussi des mythes, parce que il y a des choses. Enfin, toute l'affaire Snowden et tout a alimenté beaucoup de paranoïa aussi autour de ça. Donc voilà, il faut se rappeler aussi dans sensible. Exactement, il faut bien se rappeler le monde dans lequel on vit tient aussi grâce à nos autorités, donc faut pas non plus tout mélanger, quoi. Ouais. Allez, on passe au chapitre suivant. On va passer au mois d'avril et au mois de mai. Vous allez voir, extrêmement enrichi également le côté de l'actualité. Le mois d'avril marque les 40 ans d'Apple, un anniversaire important pour Apple, assez discret, Didier, cette année. Surtout que c'était un peu lié à des résultats financiers un petit peu moroses, moins 7,5 milliards de dollars de résultats en moins lors de ce trimestre fiscal, 16% de ventes d'iPhone en moins. Tous les pays sont en baisse, notamment la principale zone de croissance historique, le moteur des ventes d'iPhone, la Chine, moins 26%, là c'est carrément un gadin. Seul le Japon progresse, apparemment c'est pour une question d'opérateurs
mobile qui distribue beaucoup mieux l'iPhone. Tim Cook se justifie en disant que l'iPhone 6 avait des ventes vraiment exceptionnelles, avait surperformé pour justifier cet écart. Est-ce qu'il vous a convaincu avec le recul ? Moi, je crois d'abord que dans ce tableau, ce qui est vraiment étonnant, c'est la baisse des ventes de l'iPhone sur le marché chinois. Ce qui veut dire que la saturation pour Apple du marché chinois en termes de vente de smartphones est arrivée beaucoup plus tôt que ce qu'ils avaient escompté. À mon avis, pas tant que les Chinois ne consomment plus ou qu'il n'y ait pas cet effet de renouvellement d'une génération sur l'autre, mais c'est simplement qu'ils ont une concurrence qui est absolument féroce sur place, avec des produits maintenant chinois faits par des concurrents, aidés en ceci par des fournisseurs d'Apple, des produits qui sont de très très haute qualité, qui n'ont sur le papier pas grand chose à envier aux iPhones, mais pour la moitié du prix. Et ça, c'est un vrai gadin, parce que ça devait être encore dans les 2-3 années à venir le relais de croissance d'Apple, avant que l'Inde le devienne. Et ça va prendre du temps, parce qu'il faut des autorisations, c'est long, et puis parce que aussi le pouvoir d'achat de l'Inde et pas le pouvoir d'achat des Chinois. Donc dans ce tableau, moi je pense que voilà, il y a un truc qui est pas normal, c'est cet arrêt ou ce gadin, comme tu le disais, avec la Chine, et ça c'est très inquiétant pour Apple. On est sur une année un peu de la décroissance, mais on partait tellement haut que bon, ils ont aussi le droit d'avoir 1 ou 2 années un peu de coup de mou, d'autant que c'est vrai que l'iPhone a eu quand même des croissances assez exceptionnelles pendant 3, 4, 5 ans, donc c'est difficile quand même de tenir. De toute façon, je pense qu'on arrivera à un seuil à un moment donné, ils vont pas pouvoir avoir de la croissance infinie, ça n'existe pas, et la concurrence est de plus en plus féroce, et même, justement, on en parlait tout à l'heure, le haut de gamme arrive sur Android, il y a des gens qui sont prêts à payer du haut de gamme Android maintenant. Donc le haut de gamme Android reste compétitif par rapport à l'iPhone quand même. Et au même moment, Huawei, au mois d'avril-mai, Huawei lançait le P9 dont on parlait tout à l'heure, Cédric, avec ce fameux double objectif qui est aussi un point commun avec l'iPhone 7 Plus désormais, avec les cas. Donc là, une vraie montée en gamme en termes de design, en termes de qualité de fabrication, en termes de finition et en termes de produits et de fluidité. Enfin, moi j'ai trouvé le produit assez remarquable. C'est peut-être une explication aussi, Monsieur X, de ces ralentissements en Chine, c'est-à-dire qu'il y a des marques chinoises qui non seulement ne se contentent pas de faire des produits à bas coût et voire low cost. On avait fait une émission l'année dernière sur Xiaomi, souvenez-vous, Xiaomi. Huawei est redoutable avec Leica, qui permet en plus d'acquérir une image de marque qu'ils n'avaient pas forcément dans le niveau premium. C'est assez bien vu. Et on sait que les Chinois sont assez protectionnistes, ils sont assez cocardiers, même si ce n'est pas le bon terme pour la Chine, et privilégient plutôt une marque chinoise qu'une marque étrangère. Oui, absolument. L'arrivée du haut de gamme sur Android, par des fabricants chinois, est vraiment des produits que, je le redis, sur le papier, ont pas grand-chose à envier à l'iPhone. Alors si en plus ces produits permettent aux Chinois de se faire plaisir en achetant un produit local, oui, ça leur parle, parce qu'il y a un certain nationalisme qui est fort au niveau des consommateurs chinois. Voilà, donc ça c'est un vrai danger, bon, même si Apple reste une marque iconique, y compris en Chine, donc ils vont continuer à vendre des iPhones là-bas. Ils sont plus en terrain conquis comme ils l'ont été au moment où Apple, Tim Cook doublait ses keynotes et en faisait une aux États-Unis et une en Chine, faisait des produits dont on a dit qu'ils étaient faits uniquement pour le marché chinois, les premiers produits Apple teintés en or. On va dire que les fiançailles sont derrière Apple et la Chine, et maintenant on est vraiment dans le mariage de raison, et la fiancée chinoise a l'air très très exigeante. Voilà, donc Apple ferait bien de se méfier et se laisse même je dirais, distancer aujourd'hui par les fabricants chinois. Pour clôturer le chapitre Apple de cette période, avant d'entamer Google I.O., qui était la grande conférence de Google, qui a aussi marqué pas mal les esprits l'année dernière, cette année, un mot sur la non-arrivée des MacBook Pro. Ça a été un peu le fil rouge de cette année 2016 jusqu'à la fin de l'année. Enfin, au mois d'octobre de cette année, le MacBook Pro est arrivé. C'était à ce moment-là qu'Apple a mis à jour son MacBook Retina, le fameux 12 pouces, avec l'unique port USB-C qui avait tant fait polémique. Est-ce qu'il t'a convaincu, Didier, avec le recul? On disait à l'époque qu'il y avait une vraie difficulté, un manque de lisibilité de la gamme entre
les MacBook Pro historiques avant l'arrivée de la Touch Bar, les MacBook Air, les MacBook Pro 13 pouces avec le lecteur de graveur de CD, et ce nouveau Retina qui a un peu de mal à trouver sa place, qui est son prix, et tout simplement, ça va être une autre constante cette année, un peu trop élevé. Oui, alors il a quand même permis à l'ancienne gamme, dont les différences n'étaient pas énormes, de baisser. Donc on arrive à trouver aujourd'hui sur le refurb et tout des MacBooks qui sont quand même pas trop chers, hein, et puis ils sont bradés aussi par des enseignes, donc ça c'est plutôt pas mal. Petit à petit on va se rapprocher du MacBook Air. Vendu, hein, Didier. Mais on n'a pas vraiment de chiffres, hein. On n'a même pas la différence de vente entre les machines de bureau et les portables. Enfin, on n'a plus de chiffres du tout sur le Mac, donc on sait vraiment pas si ça se vend bien ou pas. Mais en fait, c'est drôle parce qu'il y a des infos là qui sont sorties il y a pas très longtemps, et en fait, Apple au début d'année, ils avaient le MacBook Pro avec des super batteries en stock, mais ça n'a pas marché. Apparemment, ils se sont plantés, ils ont dû revoir leur copie, ça a été retardé. Le MacBook 12 pouces, ils devaient lui mettre un deuxième port, ils devaient lui mettre Touch ID, puis finalement, ça s'est pas fait, peut-être parce que le MacBook Pro devait sortir avant avec Touch ID. On a même lu du Lightning sur le MacBook. Ouais, alors ça aurait été le comble, le summum de la bêtise, mais c'est vrai qu'ils ont l'air de chercher un petit peu leur petit. Ils n'ont pas l'air d'avoir une vision terrible en ce moment sur la gamme Mac, et on en parlera je pense un petit peu après, mais c'est vrai que voilà, on a l'impression qu'ils bidouillent un petit peu, et ce MacBook là qui est sorti juste avec une couleur rose et un processeur à peine boosté, et le prix a pas baissé, enfin vraiment on s'est dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé cette année quoi. C'était la seule machine qui le maintenait un petit peu à jour, et il a rien eu vraiment de terrible, et puis son unique port c'est quand même un peu rédhibitoire pour pas mal de gens dès que tu veux mettre une souris dessus, donc oui, on était un peu sur notre fin à cette époque de l'année, et je pense qu'il a fallu qu'on attende encore longtemps les MacBook Pro, hein. Ouais. Ça se cherche un peu du côté d'Apple, tu as raison Didier, et c'est pas fini puisque on en parlera peut-être la semaine prochaine, puisqu'on en reviendra au moment du MacBook Pro Touch Bar, de parler de l'équipe de développement du Mac. Il semblerait qu'il n'y ait plus d'équipe de développement dédiée au Mac au sein de Cupertino. C'est une information de mémoire de The Verge qui n'est pas près de nous rassurer, mais passons. Monsieur X, pour conclure ce chapitre, un événement important à marquer le printemps, c'est bien sûr le Google I.O., la conférence des développeurs du moteur de recherche. Deux tendances lors de cette conférence. D'abord, la montée en puissance des assistants connectés pour la maison dans la lignée des Amazon Echo qui ont eu beaucoup de succès aux États-Unis. Donc Google a sorti Google Home. Et deuxième grande tendance, c'est la réalité virtuelle avec les casques Daydream chez Google, dans lesquels on glisse son téléphone Android, téléphone certifié par Google pour être optimisé en termes de puissance pour afficher une qualité d'image, et surtout éviter l'effet mal de mer, hein, qui est assez caractéristique des cardboards lorsque vous utilisez les solutions de Google. Est-ce que vous y croyez concrètement, hein? D'un côté de l'assistant vocaux, est-ce qu'Apple devrait y aller, et de l'autre, la réalité virtuelle? Alors, est-ce que j'y crois aux assistants vocaux? J'en ai envie, ce qui est assez différent, parce que moi je pense que c'est vraiment un domaine où on peut encore simplifier énormément la vie des gens, à commencer par nous. Il nous arrive tous des moments de la journée, on a les mains occupées et on préférerait parler à notre téléphone, parler à un objet et voir les choses s'accomplir sans plus d'efforts que ça. Donc oui, c'est une vraie tendance de fond. On sait qu'il va falloir du temps pour que ça soit vraiment intégré dans nos objets, que ça donne de la valeur ajoutée, parce que il faut que tous ces systèmes comme Google Home apprennent non seulement l'anglais mais le français pour nous, et on sait qu'il y a un écart entre les différentes langues. Et puis faut que ça se lie au système informatique, hein. C'est tout le temps de l'apprentissage technologique et de l'intelligence artificielle. Alors quand on dit qu'il va falloir du temps, peut-être 2-3 ans pour qu'on voit des produits qui fassent vraiment la différence, et pas simplement ce qu'on voit aujourd'hui, notamment avec Apple et Siri, qui est une technologie que moi j'appellerais sous-performante, c'est-à-dire très en deçà de ses promesses. Voilà, après, peut-être Didier a un avis là-dessus, je répondrai sur la partie VR ensuite. L'assistant vocaux, oui. On parle beaucoup de l'Apple Watch comme étant le vrai assistant de la maison, même s'il est plus personnel. Quelle est ton opinion, Didier? Mais c'est vrai que pour faire le parallèle avec Apple, on a l'impression que Apple était un peu le premier avec Siri à dégainer ses assistants, et puis Google a vraiment repris le fil et repris une vraie avance, notamment donc avec le Home là, Apple a vraiment dit qu'ils n'allaient pas faire ça, un boîtier qui est chez toi, qui t'écoute en permanence, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Il y a encore aussi une problématique autour du traitement des données, mais c'est pas l'objet, mais allons-y. Donc il y avait ce point, et puis c'est vrai que là on a vu l'ouverture de l'assistant de Google est beaucoup plus large que
qu'a fait Apple avec Siri pour l'instant, qui est quand même encore très fermé, hein. Tu peux pas l'intégrer comme ça encore dans tes applis, c'est très très encadré. Donc voilà, c'est un vrai pari. Effectivement, Siri, on a l'impression que ça fait un peu du surplace quand même. Là, on le voit avec les AirPods et tout, pour augmenter le son, c'est chaotique, il y a des appels sur le net et tout. Enfin, c'est un petit peu complexe. Donc il va falloir que tout ça mature encore quelques années. Et pour moi, il y a vraiment encore du boulot, hein. On est loin de K2000 encore. Gadget en clair. La réalité virtuelle, monsieur X, pour conclure. Moi, je l'ai essayé, c'est la bonne nouvelle, on peut tous l'essayer avec des produits, vous savez, comme ces fameuses lunettes, les Google Cardboard, qui sont des lunettes de réalité virtuelle pour 10 €. Moi, j'ai subi, un carton, ce fameux effet où on se sent pas bien. Voilà, alors... La cinétose. Oui, absolument. À partir de là, il y a des produits haut de gamme qui sont en train de sortir, des produits très très haut de gamme et très très chers. On parle notamment du système qu'a racheté Facebook, dont j'ai oublié le nom parce que je fatigue. Oculus Rift, merci. Et puis aussi Sony qui a annoncé assez tôt dans l'année qu'il sortirait une édition VR de leur PlayStation. Donc on va voir avec ces moments à Noël, avec cette démocratisation dans les jeux, si ça va prendre ou si ça va pas faire un flop comme la 3D. Je vous rappelle quand même qu'il y a 4-5 ans, on ne pouvait pas acheter une télé qui n'était pas 3D. Bon, là aujourd'hui, on ne peut pas acheter une console sans qu'on nous promette du VR. Moi, l'avoir essayé, écoute, je suis pas convaincu, et pas à cause de cet effet où je me sentais pas bien, mais tout simplement parce qu'il faut énormément de place chez soi. Il faut avoir soit une grosse console, soit un très très gros PC. C'est très très gourmand en termes de ressources. On peut pas jouer très très longtemps malgré tout. Et puis ça isole, donc en termes de jeu, ça doit certainement s'adresser à une frange très très petite des joueurs qui s'en foutent d'être isolés, mais pour les jeux dits casual où on joue en famille, hein, qui est quand même la majorité des jeux, je pense que c'est encore un truc qui est pas mature, quoi, cher et pas mature. Voilà, moi je crois plus c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée dans les applications de tous les jours, on en a beaucoup parlé, hein, qui est cette capacité par exemple quand on passe son iPhone à l'étranger devant un panneau indicateur en anglais ou en chinois, d'avoir une traduction immédiate, voilà, des objets qu'on a autour de soi. Ça a un vrai sens, mais tout cet attirail que nécessite la réalité virtuelle aujourd'hui, j'y crois pas. En tous les cas pas dans l'immédiat, et je refais le parallèle pour finir avec la 3D il y a quelques années. Les lunettes Sony 3D pour regarder la télé, ce sont des petites lunettes assez discrètes qui ne pèsent pas, et pourtant ça n'a pas pris. Alors se mettre cet énorme masque avec lequel on transpire, je vois pas comment ça sera adopté plus vite. En tous les cas, oui, c'est une question de contenu, hein. C'est une question de contenu, on l'a vu pour la 3D, on va voir si les créateurs, que ce soit de jeux vidéo, là, le fait que Sony soit sur la PlayStation, se lance avec la PlayStation VR, c'est plutôt un bon signe. Mais voilà, c'est les contenus qui vont décider. Ça n'a pas convaincu pour la 3D, à part Titanic, dirons-nous, ou Avatar. Avatar, Titanic c'était bien avant, une excuse. Voilà, c'est les contenus qui vont décider, ça risque de prendre encore du temps. On va conclure cette émission avec le dernier épisode, le dernier chapitre de l'année, hein, qui a conclu les 6 premiers mois de l'année, à savoir la conférence des développeurs, la WWDC. L'événement de la WWDC, c'est pas l'absence, encore une fois, de nouveautés matérielles. Didier, on s'est rattrapé avec iOS 10, il y a eu pas mal de changements dans iOS 10, notamment l'écran d'accueil. On a pris un peu de recul. Quel regard portes-tu là-dessus? Est-ce que tu t'y es adapté? Est-ce que c'était un vrai progrès? Ou tu t'en mêles toujours les pinceaux comme moi parfois? Ouais, je pense qu'il y a des changements qui étaient effectivement un petit peu tranchés cette année, notamment le fait d'appuyer sur le bouton, tout l'appareil photo. Enfin, nous, on s'habitue quand même vite parce qu'on est habitué, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui comprenaient pas qu'on soit obligé de rappuyer sur le bouton, qui comprenaient pas où était l'appareil photo. Et ouais, l'iPhone nous avait quand même habitués à certaines manipulations assez classiques, et on perdait un peu nos repères. Je parle pour le grand public, hein, qui a vraiment vécu ça comme ça. Et c'est vrai que nous, on voit beaucoup la nouveauté, mais il y a beaucoup de gens qui, dès qu'il y a quelque chose qui change un peu trop, ils sont vite perdus. Donc voilà, mais après, avec le recul, moi je trouve qu'on s'y fait quand même assez bien. C'est une mise à jour qui apporte des trucs quand même assez cool, hein. Tous les petits panneaux qu'ils ont mis, c'est plutôt sympa. Le nouveau message, maintenant, 2 voire 3 centres de notification pour Apple Music, pour ses fonctions de base, et pour Home, l'application
pour gérer ses objets connectés HomeKit à la maison. Voilà, c'est pas forcément encore bien développé, effectivement. Tu disais la notification, Didier ? Oui, on a tout un tas de choses qui ont quand même bien changé. Apple a beaucoup travaillé sur Message aussi, hein. C'était vraiment leur application phare qui refuse toujours de la porter sur Android, mais effectivement on retrouve un peu... C'est une erreur stratégique majeure, mais bon, façon. Après c'est très discutable, mais c'est vrai que ça retient aussi les gens sur l'iPhone, donc c'est assez discutable. Mais c'est vrai tu ne peux pas converser avec quelqu'un sur Android, c'est 80% du marché, c'est un non-sens, quoi. Exactement. Mais ils n'avaient pas mis iTunes sur Windows du temps de l'iPod, quoi. Mais je pense que c'est une décision qui aurait dû être prise beaucoup plus tôt et que maintenant ils sont déjà fait bouffer. Enfin moi, tout le monde est sur WhatsApp là au bureau et tout. WhatsApp a vraiment gagné là où Apple aurait dû aller dès le début en fait. Et maintenant, même si c'était sur Android, je suis pas sûr qu'ils arriveraient à rattraper ce retard en fait. T'as vraiment trop de monde là-dessus. Je dis que cette volonté d'Apple de monter en puissance autour de Message, ça vous a convaincu. Est-ce que tu es d'accord avec Didier ? Oui, sauf que les nouvelles fonctionnalités, elles sont plutôt gadgets. Elles sont sympas, mais elles sont plutôt gadgets. Il faut que les gens... Avec un App Store, je ne sais pas si tu as vu notamment. Bon, écoute, moi, ça n'a pas changé fondamentalement ma manière d'utiliser Message, parce que j'utilise pas WhatsApp, mais j'utilise l'alternative chinoise qui s'appelle WeChat. Et donc c'est pas ce que je retiendrai, moi, d'iOS 10. Ce qui a changé ma vie avec iOS 10, alors je suis peut-être un utilisateur particulier, vous en avez parlé tous les deux, c'est l'application Maison, ou Home en anglais, qui est accessible dans iOS bien sûr, et qui a son centre de notification dédié, et qui là du coup est extrêmement bien intégré pour piloter ces objets connectés dédiés à la domotique. Alors ceux qui sont compatibles avec le fameux framework, la fameuse certification HomeKit, les historiques comme par exemple les ampoules connectées de chez Philips. Moi je n'utilise plus que ça. Je n'utilise plus l'application de chez Philips. J'utilise directement l'application Home ou le centre de notification d'iOS. Et c'est juste magique. On peut contrôler ses lampes de la même manière qu'on le ferait nativement avec l'application du constructeur. Non, c'est extrêmement bien fait, extrêmement réactif. Donc là, il y a certainement un truc. Malheureusement, quand on va sur le site d'Apple et qu'on regarde la liste des fabricants qui proposent du matériel certifié HomeKit et donc pilotable par ce centre de notification qui est encore perfectible, la liste est encore un petit peu maigrelette. Bon, on citera au moins les français Netatmo, WeSings, Philips pour les plus connus, mais on regrette certainement pour des questions de bataille économique que les gens comme Nest n'y soient pas. Voilà, alors après si vous êtes vraiment passionné, c'est Google, mais si vous êtes vraiment passionné, fouillez un petit peu, vous pouvez avec des applications tierce partie disponibles sur l'App Store, en fait piloter Nest à travers HomeKit. Il y a des émulateurs logiciels ou des émulateurs matériels et vous pouvez relier tout ça avec des scripts, mais là justement on passe dans un niveau d'expertise qui fait que c'est pas encore accessible au grand public. Sauf cette fonction, voilà, essayez-le si vous avez des lampes connectées. Vraiment le centre de contrôle dédié HomeKit dans iOS 10, ça marche super bien. Ouais, mais on est quand même très loin d'une préoccupation encore grand public. Il y a énormément, et Apple n'a quasiment pas communiqué là-dessus. Il y a beaucoup à faire. L'autre grosse partie de cette WWDC, Didier, c'est l'arrivée de macOS Sierra. Quelle fonction principale tu garderais en mémoire s'il y avait une avancée que tu as beaucoup aimé dans cette évolution du système du Mac? Moi je trouve qu'il s'était un peu... Enfin, il y a quand même des grosses fonctions, parce qu'implémenter Siri sur le Mac, je pense que ça nécessite quand même pas mal de boulot. Mais je dirais que pour le reste, c'était un peu service minimum. Ils ont effectivement fait ces outils là pour gérer tes disques qui comblent en fait le manque d'espace qu'on a sur les Mac aujourd'hui. Donc est-ce que derrière, ils n'auraient pas mieux fait d'augmenter les espaces de stockage par défaut? Mais effectivement, ils misent beaucoup sur le cloud. Tu vois, il y avait le déverrouillage par Apple Watch. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont liées à ton compte iCloud. Donc c'est bien. Ça très bien au début. Maintenant, ça marche plutôt bien. Ça marche un peu mieux, mais bon, il y a des trucs qui mettent quand même du temps. Ça appelle des serveurs avec Cupertino pour aller déverrouiller ton Mac. Enfin, effectivement, ça peut être un petit peu poussif. Moi, ce que je retiens de Sierra, et je sais pas si c'est une vraie réalité, mais j'ai l'impression que ce système est quand même très buggé. J'ai jamais autant redémarré mon Mac avec Sierra. J'ai des plantages absolument tout le temps, voilà.
Mais bon, voilà, c'est toujours difficile de dire est-ce que vraiment il était plus plantogène qu'un autre. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé qu'Apple a apporté vraiment la killer feature qui fait que tu as envie de passer sur ce système. Le design change pas tellement, il n'y a pas de très grosses nouveautés. Et Siri, c'est pas quelque chose qu'on avait vraiment besoin sur Mac. C'est sympa, c'est un nice to have, mais c'est pas la fonction qui te fait vraiment venir sur Mac en fait. À la start de Cortana sur Windows. Monsieur X, avec Cloud Drive, la fonction de bureau partagé, par exemple, entre 2 ordinateurs d'un même utilisateur, c'est assez pratique. Ça vous a pas Je sais pas, je l'utilise pas moi. Le presse-papier universel. Non, mais à force d'avoir du retard sur certaines fonctionnalités, on se trouve des alternatives, comme Dropbox par exemple, et puis quand Apple arrive avec une fonctionnalité qui est à peu près à niveau, c'est pas tout à fait le cas, on a du mal à revenir en arrière. En revanche, moi de mon côté, oui, je retiens 2 fonctionnalités qui sont un petit peu à la marge, mais que je trouve sympa dans mon utilisation. Effectivement, le déverrouillage de macOS Sierra par son Apple Watch. Moi, j'ai pu à me stresser quand je pars de mon bureau de savoir si mon écran est fermé ou pas, ou si on ne peut pas accéder à mon Mac. Donc ça, c'est très pratique, hein, même s'il y avait des tas de systèmes pour le faire bien avant qu'Apple ne l'intègre. Mais c'est bien et c'est bien fait. Et puis le presse-papier universel. Moi, c'est un truc que j'utilise beaucoup parce que je suis comme tout le monde, je passe plus de temps sur mon smartphone maintenant que sur mon Mac. Donc j'ai souvent des réflexes de navigation. Je suis sur mon iPhone, je vois quelque chose qui me plaît. Et tac, je le copie et je le récupère sur mon Mac, j'intègre dans un document. Donc moi, j'utilise pas mal le presse-papier universel. Et une fois de plus, c'est très très bien fait. Bon, il faut avoir iCloud. Et puis, il faut faire gaffe au niveau paramétrage. Il faut vraiment avoir un compte iCloud qui est le même partout sur son iPhone, son Mac. Il faut que ça soit nickel. Autrement, on peut galérer un peu. Mais quand on a bien mis en œuvre son mot de passe, son compte iCloud, et que c'est le même sur tous ces produits Apple, ce presse-papier universel, je copie sur un produit et je le retrouve à disposition instantanément sur un autre produit. C'est utile et c'est magique. Hein. Dernier point pour conclure sur la WWDC, c'est la mise à jour de Watch OS avec la version 3 jusqu'à 7 fois plus rapide. Hein, c'était l'argument d'Apple à ce moment-là. L'Apple Watch 2, série 2 a apporté aussi son lot. Révision de l'interface, nouveau dock, notamment le dock manquait énormément, on y accède avec le bouton latéral. Là encore une fois, on voit, Didier, comme tu disais, que Apple, pour le Mac, Apple t'a beaucoup tâtonné et que c'est encore un produit encore en développement, en genèse. Hein. L'Apple Watch, c'est loin d'être fini encore. Le vernis n'est pas sec. Oui, puis moi, je sais pas toi, mais moi je lance toujours pas d'appli sur mon Apple Watch, ou alors les quelques-unes que j'utilisais déjà avant, comme la météo, etc. Mais c'est toujours trop lent. Vois, sur mon Apple Watch, c'est le retour de mon iPhone avec lequel je m'enregistre. J'espère que l'enregistrement se passe bien, que ça fonctionne, mais a priori, voilà, je me vois, j'ai mon retour et j'ai mon chronomètre de l'enregistrement. C'est assez pratique. Bon, voilà. Mais ils ont quand même bien travaillé avec cette dernière version de WatchOS, et même quelque part, ils ont un petit peu fourvoyé leur V2, leur série 2, qui effectivement n'est pas beaucoup plus rapide que la série 1. Une fois que tu as les deux en main, moi je vois quasiment pas la différence. Donc oui, celle-là c'est qu'elle est étanche, mais on va peut-être... Bien sûr, non mais voilà, il y a le GPS, etc. On va terminer cette émission. Monsieur X, pour conclure sur l'Apple Watch, brièvement. Effectivement, c'est plus rapide. Donc comme ça, maintenant les possesseurs d'Apple Watch n'ont pas honte d'en avoir une. C'est-à-dire que ça réagit quand même à peu près normalement, alors qu'avant c'était vraiment une blague. Et je parle d'application de base, hein. Il faut se rappeler du lancement de Twitter sur son Apple Watch avant WatchOS 3. C'était juste à rigoler, et je pense que pour les gens qui avaient acheté l'Apple Watch Gold à 10 000 €, je vous le rappelle, ou 12 000 ou 13 000 $, c'était juste une misère. Ouais. Donc c'est un retour à la normale. Bon, et ça me fait bizarre de dire ça, mais ça symbolise bien ce premier trimestre chez Apple. Amélioration des produits, retour à la normale, mais de vraies innovations, point. Donc on a vraiment l'impression, une fois de plus avec WatchOS, que Apple nous a donné le produit qu'on a acheté un an avant. Sauf que maintenant, même si WatchOS 3 marche, le produit WatchOS 3 et Apple Watch 1 est un petit peu démodé. Je suis assez d'accord avec vous, Monsieur X. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ces 6 premiers mois de l'année. On continuera la semaine prochaine. En attendant, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite par Monsieur X. Il est prêt, bien sûr. Alors Olivier, pour la première partie de cette rétrospective tech de l'année 2016, moi j'ai choisi 2 coups de cœur. Un jeu sur iOS, qui est une application de flipper. Moi j'aime beaucoup ça. Je crois qu'à une heure j'avais parlé du flipper ACDC. Là c'est encore une appli de flipper. Et ça c'est vraiment un très très bon jeu pour les vacances. Ça s'appelle Pinout, Pinout. C'est un flipper qui est assez démentiel.
en fait, vous devez progresser d'un niveau à l'autre et vous vous battez contre le temps. Donc il faut progresser dans le niveau avec ce flipper dans un temps qui vous est imparti. Si vous ne réussissez pas, vous repartez au tableau précédent et avec un design absolument magnifique. Pin-out, ça c'est vraiment du bonheur. Je ne sais plus s'il est payant, mais s'il est payant, c'est quelques dollars très très vite amortis. Et puis un site web comme deuxième coup de cœur pour bien finir l'année. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se posent toujours la question de savoir, quand j'achète un forfait chez un opérateur, quel est le mieux ? Cette réponse, elle est difficile. Il faut être capable, en fait, avec le forfait d'un opérateur, de voir quelle couverture propose l'opérateur chez soi. Parce que toutes les 4G ou toutes les 4G+, ne se valent pas. Et en plus, un opérateur A peut avoir une très bonne couverture chez moi, puis un opérateur B, non. Donc avant de choisir son forfait, on va voir sur un site web qui s'appelle Sensorly, Sensorly. C'est un site web communautaire où les gens en fait aident avec une mesure qui est faite à avoir une carte extrêmement précise de la qualité de la 4G, de la 4G+, vraiment chez vous, basée sur votre position GPS, et ce, pour chaque opérateur. Donc ça, c'est très très bien, et c'est un bon outil pour choisir son forfait 4G, 4G+, en 2017. C'est ce qu'il m'aurait fallu ici pour Sydney, pour choisir le meilleur opérateur, pour avoir la meilleure bande passante pour faire cette émission. Mais passons. Didier, ton coup de cœur ? Moi, j'avais prévu de te mettre les AirPods, mais c'est vrai que je vais en profiter pour en parler un petit peu, parce que je pense que ça intéresse quand même pas mal de gens. Et même sont enfin arrivés, Didier, rappelons-le. Qui sont enfin arrivés après 2 mois de retard. Alors c'est vraiment le dernier retard de l'année. Là, c'était un peu le summum, surtout qu'ils étaient vraiment liés à l'iPhone. On retire le jack, on te met un produit avec et il doit être là. Là, il n'était pas là. Et j'étais assez surpris de voir qu'il y avait pas mal de monde qui attendait à l'Apple Store lundi matin, alors que tu pouvais le commander, etc. Et il y avait vraiment des gens qui le voulaient immédiatement. Donc je pense que c'est un produit qui était très attendu. L'effet Noël. Exactement. Mais je suis un peu déçu quand même, parce que je trouve que toutes les promesses sont pas là. Moi, il y a plusieurs choses encore qui me chagrinent, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut se trimballer cette petite boîte, autant tu vois là, tout le temps avec soi, parce qu'il faut qu'elle te recharge tes AirPods qui restent allumés en permanence si tu les mets pas dans la boîte. Et puis il y a tous les problèmes du sans fil, c'est-à-dire que tu as de la latence, donc tu peux pas faire de musique, de montage vidéo, il y a plein de choses qui sont pas gérables. Même regarder un film, moi ça me gêne d'avoir ce décalage qui est assez pénible. Et puis le son du micro n'est pas terrible non plus. Donc voilà. Et puis un dernier point, c'est vraiment Apple nous avait vraiment promis un passage d'un iPhone au Mac à l'iPad qui se ferait de manière assez douce, tu vois, assez naturelle, assez transparente. Pour moi, c'est pas vraiment le cas. Il y a vraiment il se comporte un peu comme un casque Bluetooth classique. Moi, je m'attendais à vraiment beaucoup mieux. Alors, je pense que ça va venir, ils vont mettre à jour des choses là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de limitations. Et un dernier point aussi qui est extrêmement gênant, c'est qu'il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire qu'il faut appeler Siri pour augmenter le volume, pour passer d'une piste à l'autre, ce qui est quand même complètement fou sur un... manuellement. Ouais. Voilà, mais bon, on perd l'intérêt d'avoir... Ouais. Exactement, mais ça fait un dispositif de plus. Bref, c'était censé nous faciliter la vie, et finalement, je trouve que les compromis sont encore trop importants en fait sur ces produits. Ça va venir, c'est un bon premier produit, mais ça contentera pas tout le monde, clairement. Merci Didier. De mon côté, lorsqu'on part en reportage, lorsqu'on part à l'étranger, on a souvent besoin, même c'est une obligation, d'apporter tout notre attirail technologique, ces iPhones, ces Mac, ces GoPro et j'en passe, voire ces drones. Il faut amener des chargeurs, il faut amener des adaptateurs pour le courant électrique de chaque pays. Et chaque fois, on oublie toujours des produits, on est obligé d'amener des multiprises. Enfin, c'est toujours un capharnaüm. Son nom, mon sac, et j'ai trouvé la solution universelle, entre guillemets, pour à la fois charger l'ensemble de mes appareils, plus mon MacBook Pro, 13 pouces, l'ancien modèle, c'est un touch bar. J'ai trouvé mon bonheur chez macOS, ça s'appelle le One Adapter Twist Plus. C'est un chargeur international, voilà, vous tournez la molette et vous avez, en tournant à gauche, tout simplement la prise française électrique. En tournant encore un demi-tour, vous avez la prise anglaise. Encore un demi-tour, vous avez la prise américaine et la prise australienne, parfait pour ici. Donc, et vous connectez directement sur le petit plug en dessous votre bloc secteur de votre MacBook Pro. Donc là, vous pouvez charger les yeux fermés votre MacBook Pro. Et surtout, il y a 4 ports USB pour charger en parallèle des iPads, des iPhones, des drones et autres GoPro. Donc ça a été parfait pour faire cette émission. Ça coûte autour des 49 €.
One adaptateur Twist plus chargeur international 4 ports USB pour prise chargeur Apple. Voilà, c'est un peu long. Nous sommes arrivés au terme de ce 249e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez, j'espère, la semaine prochaine avec nous, Monsieur X et Didier. Vous serez au rendez-vous, j'espère. Mais bien sûr, Olivier. On essaiera de faire ça un peu plus tard ou un peu plus tôt pour vous éviter de veiller aussi tard. Merci en tout cas d'être aussi patient. On a eu quelques difficultés à enregistrer cette émission comme d'habitude, mais c'est ce qui en fait la scientifique moelle et la saveur lorsqu'elle est montée. Je vous dis à la semaine prochaine. Joyeux Noël à tous. Merry Christmas depuis Sydney. On va essayer de se rafraîchir un petit peu et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.